Laura, est-ce que tu me donnes le go? Oui, c'est parti. Parfait. Ben, écoute, bonjour à toutes et tous. Nous sommes un peu plus d'une cinquantaine à ce moment-ci. On avait, si je crois, bien 140 personnes inscrites, mais bon, on va laisser le temps au monde de petit à petit se brancher. Donc, bienvenue à ce cinquième club de lecture qui se fait dans le cadre de l'Observatoire Obvia. Merci beaucoup Laura de nous aider à organiser ça. Merci Alexandre Désy, le coordonnateur de l'Axe. En quelques mots, l'Obvia est un observatoire qui réunit, basé au Québec, basé à l'Université Laval, près de 250, je pense, chercheurs de toutes les disciplines reliées au numérique en général et correspond à notre axe où je suis le co-responsable avec Sébastien Gantz, ici présent, qui est prof en informatique, Anne-Sophie Hulin aussi, qui je crois est absente, mais qui est de l'Université de Sherbrooke, qui est en droit. Et tous les trois, donc, nous avons développé depuis quelque temps un certain nombre d'activités donc, pour inciter à lire, relativement à un ouvrage qui a marqué l'un ou l'un de nous trois. Et je me permets de resituer, comme je le disais avec Hubert Guillot tout à l'heure, ça, c'est parti d'un constat en fait que les collègues donc, du monde académique ne lisent pas beaucoup, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ils écrivent souvent pas mal, mais quand je leur demandais qu'est-ce que tu as lu récemment, ben, il y en avait beaucoup qui n'étaient pas capables d'identifier un ouvrage relié à ce domaine pourtant ô combien documenté que constituent les technologies en général. Et moi, dans les propositions de lecture que j'ai pu lire ces derniers mois, eh ben, il y a le livre d'Hubert Guillot, Les algorithmes contre la société, qui est un livre que j'ai bien aimé. Et puis c'est drôle parce que on s'est jamais parlé avec Hubert, on a échangé par courriel, mais je le connais pas, on s'est jamais vu, mais je le connais depuis une vingtaine d'années. Je le connais notamment par un site web, internetactu.net, qui n'existe plus, je crois. Maintenant, je pense que ça a été transféré, si je crois, sur votre WordPress personnel. Mais c'était une source incroyable de lecture, justement, où Hubert faisait des résumés. Alors, beaucoup de livres français de France, comme on dit au Québec, mais aussi beaucoup des livres de l'anglophonie. Et ça, forcément, ce double regard, Europe-Amérique, est quelque chose qui nous plaît, nous, chercheurs québécois, donc du fait de j'allais dire, notre biculture, en tout cas minimalement ce double regard effectue, que l'on effectue régulièrement, en tout cas en recherche. Donc, j'aimais bien l'image publique qui reflétait. Et puis parmi les livres, je vous l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, mais parmi les livres que j'ai achetés grâce à vous, il y a le James Benson sur les New Goliath que je trouvais intéressant pour un juriste que je trouvais très intéressant sur comment le droit de la concurrence maintenant est menacé par ces nouveaux Goliaths. Euh, Boulier, j'ai oublié son prénom, Dominique Boulier, qui est venu, et notamment Propagation, vous avez fait un- un long résumé très, très circonstancié sur ce livre qui est, je pense, important aussi, et plein d'autres. Et donc, c'était peut-être, si vous si vous me permettez le jeu de mots en tant que juriste, c'était vous faire justice en fait que de parler de ce livre-là, qui est d'ailleurs beaucoup une reprise de certains des blogs. En tout cas, on retrouve la trace des auteurs que vous aviez identifiés, résumés, analysés durant, encore une fois, plus de 20 ans. Puis encore une fois, le premier lien que j'ai avec Hubert Guillot, c'est Place de la Toile, qui n'existe plus, mais qui était un podcast sur France Culture, qui, encore une fois, comme québécois, qui est peut-être la chaîne d'information qui me génère le plus de liens. Place de la Toile pour les plus vieux d'entre nous, qui était aussi avec Xavier Delaporte, qui continue à avoir un blog qui est fantastique. Et alors justement très basé sur les livres, mais sur France Inter maintenant, je pense, qui s'appelle Le Code a changé. Et lui aussi, à chaque fois qu'il parle d'un livre, je l'achète et je le lis.
Donc, voilà pour une petite présentation du livre d'Hubert Guillaume, encore une fois que j'ai bien aimé. Alors, qui est, oui, pour ceux qui l'ont lu, qui est un livre, j'allais dire, connoté, je veux dire, qui est campé à gauche, il milite pour un calcul de gauche, pour reprendre une expression, et qui est une perspective qu'on développe, mais le précédent, c'était drôle, cercle de lecture, c'était deux auteurs, Alaoui et Hadid, qui ont deux profs de droit de Toronto qui ont développé des applications qui, eux, étaient moins de gauche que vous, si je puis les présenter comme ça. Mais on aime la variété des perspectives, et par rapport à cette variété de perspectives, conformément à l'exercice que l'on exige dans les clubs de lecture, ben, on implique une réponse. Et cette réponse, eh ben, c'est le professeur Benjamin Levert, qui est prof à la TELUC ici au Québec, et alors lui que je connais bien, et je connaissais bien ses ouvrages. Et puis je trouvais que Benjamin, c'était le parfait match, si vous permettez cet anglicisme, dans la mesure où Benjamin, au départ, moi je l'ai connu pour être un spécialiste du droit de la concurrence que vous évoquez à plusieurs reprises. Donc je dirais le droit de la concurrence dans toute sa technicité. Puis depuis quelques années, ben, Benjamin, il fait un virement, c'est-à-dire un virement à gauche aussi, mais avec cette approche très normative sur lequel on se rejoint beaucoup. Puis, encore une fois, je citerai un livre de 2023, L'innovation hors la loi, sur la technonormativité. Et je ne l'ai pas lu parce que je l'ai reçu hier. Donc, donne-moi un petit peu de temps. C'est important de lire, mais il y a un rapport au temps là-dedans, avec ce livre qui a été publié il y a quelques semaines en Belgique, chez Brûlante, Ce que réguler veut dire. Donc, je trouvais que c'était un parfait couple intellectuel, donc, pour vous demander, Hubert, dans un premier temps, d'évoquer votre livre. Alors, les règles du jeu sont simples, en une trentaine de minutes, à peu près. Et suite à ça, sans transition, on demandera à Benjamin, en une quinzaine de minutes, de donner sa réponse de juriste par rapport à votre... Puis je ne vous ai pas présenté, hein, je sais que Laura m'avait mis des biblios qui sont disponibles sur le site d'Obvia, mais c'est simplement, j'avais un background comment on dit ça en français, une base de journalisme, et donc je trouvais que c'était intéressant, encore une fois, de demander ensuite à un juriste de la commenter. Alors merci à toutes et tous d'être là, et puis sans plus tarder, Hubert Guillaume, 30 minutes. Eh ben, bonjour à tous, merci de votre accueil en tout cas. Je précise juste une petite chose sur ma présentation. Donc effectivement, comme l'a dit Vincent, je suis journaliste depuis une vingtaine d'années sur les questions technologiques. J'ai animé un blog qui s'appelait internetactu.net, qui a fermé il y a quelques temps, et j'en ai ouvert quand même, je tiens à le mentionner, un nouveau depuis l'année dernière qui s'appelle danslesAlgorithmes.net, qui est à la fois un espace de réflexion, et vous avez une newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner, sur laquelle vous allez retrouver beaucoup de choses, bien évidemment, que je ne développe pas nécessairement dans le livre, mais dans, dans les algorithmes.net, vous trouverez des éléments complémentaires. Ça, c'était pour poser la chose. Deuxième chose sur ce livre, Les algorithmes contre la société, c'est un petit livre d'intervention. C'est un petit livre critique et militant sur le rôle du calcul dans nos vies, en fait, vraiment. Dans lequel vous allez trouver, on va y revenir sur quelques-uns, je pense, beaucoup d'exemples que j'ai essayé de rendre assez concrets, et des exemples qui s'intéressent à la vie des gens. Parce que quand on y réfléchit bien, en fait, le numérique, on a l'impression que c'est lointain, que ça n'a pas changé nos existences. Euh, qu'on fait toujours des demandes. Alors en France, c'est à France Travail pour avoir un emploi. On va toujours auprès de la caisse d'allocation familiale. Excusez-moi, je vais parler beaucoup d'exemples français parce que c'est le cœur de mon propos et de mon ouvrage.
Voilà. Et on a l'impression que toutes nos relations administratives, mais également nos relations commerciales, c'est-à-dire la manière dont on consomme en fait des produits et dont les prix de ces produits nous sont affichés, tout ça, on a l'impression que rien n'a changé en fait, que nous sommes toujours dans le même monde physique réel tel qu'il a toujours existé. Et ce qu'on ne voit pas en fait, c'est la dimension ou la transformation radicale qu'a produit le numérique dans nos vies. Le calcul est partout, en fait. Désormais, il y a 20 ans, à la CAF, on ne faisait pas de calcul automatisé pour les bénéficiaires, en fait. Et aujourd'hui, c'est largement et voire complètement automatisé. Vous aviez des tas de contrôleurs aux impôts, vous en avez beaucoup moins, et là aussi, ils reçoivent beaucoup d'alertes complètement automatisées. La même chose aujourd'hui sur les tarifs et les prix. Avant, chaque magasin avait des marges de manœuvre. Aujourd'hui, c'est fini. C'est déterminé par des fonctions de calcul dans beaucoup d'endroits. Et je pense que ça, on le voit pas. On le voit un petit peu avec nos applications bancaires quand elles nous demandent je sais pas si vous avez ça chez vous, mais nous, on a la double authentification. Donc, dès que vous voulez faire un versement bancaire, il faut redonner le numéro, le machin. Enfin, c'est toujours très, très compliqué, même pour faire un virement. Mais voilà, enfin, ce numérique a transformé en profondeur nos existences, mais d'une manière assez masquée, opaque. Et moi, c'est ça qui m'a intéressé. C'était d'essayer de montrer aux gens euh, qu'est-ce qui s'est passé, là où ça a transformé et dans quel sens. L'essentiel de mon propos dans mon livre, c'est de montrer qu'il y a une forme d'évolution en fait dans les calculs tels qu'ils ont lieu ces 20 dernières années. Un bon exemple, c'est celui de l'évolution des réseaux sociaux, par exemple. Souvenez-vous, au tout premier temps des réseaux sociaux, on se mettait juste en relation avec des gens et on pouvait en fait suivre leur dernier billet. Aujourd'hui, c'est fini. Dans le moindre réseau social, quel qu'il soit, euh, vous ne voyez plus le dernier billet de vos relations, vous voyez plein d'autres choses. Et tout est sélectionné par des systèmes techniques, par des algorithmes de recommandation, de choix, etc., multiples et variés. Tout ce à quoi vous accédez est modifié par des systèmes techniques. Et il n'y a pas que là, en fait, hein, vraiment, ce mode de modification un peu complexe et c'est vraiment mis dans tous les systèmes. Jusqu'à même aujourd'hui, on peut se poser des questions sur une forme de cynisme des calculs où les entreprises, mais c'est également le cas de certaines administrations publiques, produisent un calcul pour le calcul, en fait. À leur avantage plus qu'au bénéfice des usagers, des citoyens ou des bénéficiaires des services publics. Donc, je pense que la complexité de ces modalités de calcul, hein, vous les fréquentez plus que moi à l'Obvia, je pense. Effectivement, on parle avec beaucoup d'ingénieurs qui parlent avec un vocabulaire très, très compliqué donc on parle de machine learning, on parle de toutes ces technologies d'IA générative, etc., qui restent très éloignées et très compliquées pour les gens et sans qu'ils ne comprennent vraiment très bien ce que ça fait ou concrètement, en fait. Et moi, c'est là où j'ai voulu reposer le propos en le simplifiant, en essayant de le rendre le plus accessible en fait aux gens. Ce que font ces systèmes de calcul, quels qu'ils soient. Hein. Enfin, pour moi, le numérique est une continuité. Hein. On passe d'outils numériques, de logiciels, de progiciels à des systèmes algorithmiques plus ou moins complexes, voire aujourd'hui à des formes d'intelligence artificielle, qu'elles soient génératives ou pas forme de complexification technique, mais qui vise quand même toujours à produire en fait un petit peu le même type d'effet au profit des mêmes types d'acteurs, c'est-à-dire de ceux qui les déploient, de ceux qui les développent et de ceux qui les mettent en place, en oubliant un petit peu les publics.
Et dernière remarque sur ce livre, moi, ce qui m'a aussi beaucoup intéressé, en fait, ce sont les défaillances de ces calculs. Et je pense que pour moi, c'est un mot important, en fait, dans le travail que je réalise euh, et dans la compréhension des systèmes techniques, c'est vraiment d'essayer de comprendre ou de montrer que ça ne marche pas si bien qu'on nous le promet, qu'il y a des promesses de développement technique qui sont vraiment très très fortes et qu'à rebours, quand on regarde concrètement, la promesse n'est pas tenue pour des tas de raisons qui ne sont pas que techniques, qui sont, on pourrait dire, technico-sociales aussi, qui sont que ces systèmes s'insèrent dans des dispositifs complexes qui créent des relations avec les gens. Mais vraiment, je pense qu'on s'intéresse pas assez aux défaillances, alors que ce sont dans les défaillances qu'on voit les problèmes, les gens qui sont oubliés, les formes de standardisation et de normalisation à l'œuvre et qui sont extrêmement puissantes avec les outils techniques. Euh, les deux journalistes français, Nastasia Adjadji et Olivier Tesquet, qui viennent de faire paraître un livre qui s'appelle Apocalypse Nerds, disent que le pouvoir est un script. Et j'aime beaucoup cette expression. Aujourd'hui, avec le numérique, le pouvoir est un script. C'est-à-dire que c'est une feuille de route, c'est un algorithme, c'est un système d'intelligence artificielle qui vous dit comment le pouvoir est incarné par le système technique. Et je pense que c'est un élément en fait assez important pour comprendre justement le développement auquel nous sommes confrontés. Que vous dire de plus sur ce livre dans ce livre, je joue un peu à l'explorateur, c'est-à-dire que je vais voir plusieurs types de systèmes pour regarder comment est-ce qu'ils se déploient sur les gens. L'un des grands systèmes que j'analyse, par exemple, c'est Parcoursup. Donc, Parcoursup, si vous ne connaissez pas, c'est un système en fait d'attribution des places de l'enseignement supérieur pour les élèves qui viennent d'avoir le bac. Donc, des élèves de dernière année de secondaire qui doivent passer dans le supérieur. C'est un système algorithmique qui pourrait être assez simple, très distribué en France, qui n'a cessé d'évoluer ces dernières années. Mais ce qui est intéressant à regarder, par exemple, dans ce système, donc qui se base sur des algorithmes très très connus, comme ceux de Gale-Shapley, donc des algorithmes d'attribution vraiment assez standards, sauf que bien évidemment, quand on fait une implémentation logicielle, bah, il y a la manière dont on implémente ces systèmes techniques à l'intérieur d'un système, la manière dont on les rend disponibles et la manière dont ils calculent. Moi, quand je regarde un petit peu Parcoursup, ce qui me frappe, d'abord, c'est bien évidemment les défaillances du système. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'élèves, contrairement à ce que nous dit le ministère de l'Éducation nationale, qui sont mal classés par le système, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à obtenir les places qu'ils espèrent avoir, non seulement parce qu'ils ont de mauvaises notes eux-mêmes, bien sûr, mais également pour la manière que le système standardise en fait cette sélection. Et je pense qu'il y a là une idée assez forte en fait. C'est ces systèmes normatifs, ces systèmes techniques, quand ils se déploient dans un univers qui nous impacte vraiment, en fait, ils ont tendance à standardiser et à normaliser les relations. Et le problème, c'est que cette standardisation et normalisation, bah, elle fonctionne très bien, souvent très bien pour certains types de publics et pas très bien pour d'autres. C'est la sociologue Marion Fourcade, si je me trompe pas, qui a un terme qui m'a marqué. Elle parle de lumpenskoretariat aujourd'hui pour dire qu'il y a plein de gens qui sont mal calculés par les systèmes. Et c'est une critique que vous retrouvez également très fortement dans le livre écrit il y a une dizaine d'années par la sociologue américaine Virginia Eubanks, Automating Inequality, si je ne me trompe pas. C'était le titre de ce livre, qui est un livre un peu fondateur justement sur les défaillances des systèmes sociaux, où elle montre en fait que l'automatisation a tendance à produire
des formes de normalisation et de standardisation très très fortes et qui ne sont pas très justes, égalitaires, voire équitables, et qui ont tendance justement à s'en prendre à certains types de publics. Et c'est la même chose aujourd'hui dans Parcoursup. Parcoursup, c'est un outil qui fonctionne très très bien pour les très bons élèves. Parce qu'ils ont toujours été habitués à cette sélection élitaire depuis leurs notes. Voilà, dans les très bonnes écoles, on va très bien sélectionner les élèves et on les sélectionne d'abord et avant tout sur leurs notes, un petit peu le comportement, mais c'est vraiment en fait les résultats académiques, les résultats scolaires qui comptent. Ok, donc ça s'adapte très bien à ce type de profil. Mais pour des élèves qui veulent faire du génie électrique, de la mécanique, euh, coiffure ou esthétique, est-ce que le mode de sélection par la qualité des notes est adapté? Permettez-moi au moins de poser la question et de voilà, et c'est ça que je cherche à faire en fait. Or, le système technique, quand il s'impose, quand il se déploie quelque part, a tendance à tout normaliser sous la même forme ou le même angle, en fait. Et je pense que c'est pas adapté à tous les publics, c'est pas adapté à tous les profils, etc. Et on a exactement la même chose dans d'autres systèmes hein, que j'interroge sous cet angle-là. Donc, par exemple, vous avez des systèmes aujourd'hui automatisés de sélection de candidats euh, à l'embauche, en fait, euh, qui sont, encore une fois, des systèmes qui mobilisent beaucoup aujourd'hui des formes d'IA générative, en fait, et d'intelligence artificielle, qui consistent, en fait, assez souvent, assez simplement, à comparer les profils des candidats ou à la fiche de poste qui est postée, ou à tous les candidats qui ont déjà été pris dans le même poste, dans la même entreprise, voire au-delà. Donc en fait, c'est des formes de comparaison mot à mot assez souvent entre des profils et d'autres types de profils ou des candidatures. Et en fait, toutes les études, et je, je, je cherche tout le temps à beaucoup citer de recherches et d'études, montrent en fait que ces systèmes, là encore une fois, sont éminemment défaillants. Par exemple, l'une des grandes surprises qu'on peut avoir, si je ne me trompe pas, c'est Joseph Fuller ou Samuel Fuller. Samuel Fuller, c'est un cinéaste. Donc, ça doit être Joseph Fuller qui avait fait un rapport en 2018 qui montrait justement que des tas de publics n'étaient pas bien considérés par ces systèmes, notamment en pointant à une chose assez simple, c'est qu'en fait, ces systèmes avaient souvent pas de base de synonymes. C'est-à-dire qu'ils achoppaient sur un terme plutôt qu'un autre. Et donc, quand vous candidatez à un poste en mettant un certain terme, si le poste utilise un autre terme, eh ben, vous allez être plus facilement rejeté par ces dispositifs automatisés. Il montrait d'autres choses aussi, hein, et notamment que il est plus difficile si vous n'avez pas la fonction. Donc, par exemple, si vous n'êtes pas directeur, mais que vous avez toutes les qualités pour l'être, du moment que vous n'avez pas eu le titre de directeur dans votre CV, eh ben, vous allez avoir du mal à être embauché à un poste de directeur, même si vous avez toutes les qualités pour le faire. Voilà. Et dès qu'on plonge en fait un petit peu dans ces systèmes, c'est ce qu'on se rend compte. C'est qu'il y a plein de gens qui nous alertent, des chercheurs d'abord, mais aussi des associations, des collectifs militants, des journalistes qui nous alertent des défauts des systèmes. Et je pense que c'est quelque chose qu'il nous faut écouter avec grande attention, parce qu'assez souvent, ils ont la grande force justement de nous faire remonter ce que disent les utilisateurs des systèmes. Je vais encore prendre un autre exemple, si j'ai encore un peu de temps, oui. C'est celui de la Caisse d'allocation familiale française. Donc la Caisse d'allocation familiale française, elle distribue des aides pour les parents avec des enfants, pour les parents isolés,
C'est elle qui distribue l'essentiel des aides nationales pour les gens qui sont en situation de difficulté, de pauvreté ou de précarité. Et bien évidemment, ces dernières années, elle est passée également à des systèmes automatisés. Pendant le Covid, il y a une petite association française qui s'appelle Changer de Cap, changerdeCap.net, si vous voulez aller voir, c'est très intéressant ce qu'ils font. C'était le moment du Covid, et donc ils ont commencé à demander à leurs membres, qui étaient beaucoup de bénéficiaires des services sociaux français, en disant, et vous, comment ça se passe, comme on en a un peu de temps, quelles difficultés est-ce que vous avez avec la CAF? Et ce que les usagers leur ont fait remonter, c'était de leur dire, nous, en fait, la CAF a arrêté de nous verser nos aides. On a à peine reçu un mail, on n'a pas eu grand-chose, et pas eu beaucoup d'informations, mais on a été comme déconnectés en fait du système. Et en fait, ils ont reçu tellement de témoignages de déconnexion des usagers qu'ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Et cette petite association s'est mise à enquêter, sans en avoir les moyens. Hein. C'était surtout des assistants sociaux et des médiateurs sociaux qui étaient là. Ils ne connaissaient pas grand-chose nécessairement aux questions technologiques ou informatiques. Et ils ont remonté la piste, en fait, petit à petit. Et puis, ils se sont rapprochés d'autres acteurs, comme en France, par exemple, la Quadrature du Net, qui est une des grandes associations françaises de défense des libertés. Vous allez recevoir Félix Tréguet, qui en est membre en janvier, si j'ai bien compris. Et d'autres acteurs, des avocats, etc. Et ils se sont mis donc à enquêter jusqu'à comprendre en fait qu'il y avait en fait, en se rapprochant de sociologues qui avaient fait des enquêtes sur ces sujets-là, comme le sociologue Vincent Dubois qui a fait un très beau livre qui s'appelle Contrôler les assistés, que je vous recommande vraiment fortement, sur justement ce développement des technologies de fouille de données à la caisse d'assurance la caisse d'allocation familiale française. Et ils se sont rendus compte en fait qu'il y avait des technologies d'automatisation qui ont été mises en place. Ces associations se sont regroupées, elles ont demandé, d'abord elles ont fait paraître les témoignages des usagers, des bénéficiaires dont les droits étaient rompus en fait, pour les mettre sur le devant de la scène. Elle a continué ses enquêtes, elles se sont associées à bien d'autres associations françaises, comme le Secours populaire ou ATD Quart Monde. Elles ont mené des enquêtes auprès de la commission d'accès aux documents administratifs, qui est une instance française qui permet en fait à tous les citoyens de demander des accès sur tout document produit par l'administration, tout système produit par l'administration. Donc, ils ont obtenu partiellement des bouts du code du système développé par la CAF, et en fait qui, depuis quelques années, a mis en place une forme de score de risque de ses usagers. Donc pour cela, elle a utilisé toutes les données qu'elle avait de disponibles pour déterminer des profils en fait d'usagers à risque. Alors, comme toujours, quand toutes les données sont disponibles, on utilise des fois un petit peu n'importe quoi pour faire pour mettre en place ces systèmes, mais elles ont utilisé vraiment toutes les données disponibles pour produire en fait des profils et qui permettaient après de les généraliser ou de voir de partout où ces mêmes types de profils se retrouvaient. Donc, il y a tout un score de risque en fait qui a été produit par la CAF, et la Quadrature et Changer de Cap ont obtenu des bouts de code caviardés sur des vieilles versions, etc. Mais ils ont pu continuer à mener cette enquête, en fait. Et ce que montre cette enquête réalisée par ces associations, c'est que le système de calcul de la CAF semble être particulièrement, non seulement opaque, mais aussi à plein d'endroits dysfonctionnel. En tout cas, assez peu équitable. Il y a une belle enquête du Monde l'année dernière ou l'année d'avant en fait sur le sujet qui montre et qui explique vraiment assez pédagogiquement la manière dont ça fonctionne. Mais ce que ça montre, par exemple, c'est que les parents isolés subissent en fait
du fait de ces automatisations, bien plus de contrôles que les autres. Alors, 36% des contrôles à domicile, si je me souviens bien. Alors qu'ils ne représentent que 16% des foyers recevant des aides. Voilà. Et c'est ça la question que nous devons adresser aux algorithmes. C'est leur équité, leur justice, certains parlent d'éthique, hein, tout à fait justement, mais qu'est-ce que produisent ces systèmes? Sur quel type de public est-ce qu'ils fonctionnent? Où est-ce qu'ils dysfonctionnent? Est-ce que ce contrôle automatisé est efficace? Quand on regarde les chiffres un peu concrètement, on se rend compte qu'il est assez peu. Hein. Le système a permis d'augmenter le nombre de fraudes identifiées, hein, mais pas les montants récupérés. Parce qu'en fait, il va s'intéresser à des fraudes qui sont de plus en plus petites, légères. Et d'ailleurs, la caisse d'allocation familiale et les politiques austéritaires françaises parlent de fraude, alors qu'il faudrait plutôt parler d'indus, c'est-à-dire de sommes trop perçues par des bénéficiaires. Pour vous la faire simplement, en fait, si vous avez un revenu très régulier parce que vous êtes salarié, tous les mois, vous touchez la même somme, c'est très facile de calculer vos droits. Mais quand vous êtes quelqu'un en situation plus précaire, avec des revenus qui peuvent être très différents d'un mois sur l'autre, des fois vous allez travailler une semaine, et puis d'autres 2, 3 jours, avec des tas d'employeurs qui peuvent être différents, c'est bien plus difficile de calculer le niveau d'aide auquel vous avez droit. D'autant plus quand vous avez, par exemple, pour une femme, un époux qui verse une fois une pension, puis le mois suivant ne la verse pas, quand vous avez des situations familiales qui peuvent bouger, voilà, c'est bien plus difficile en fait de calculer les droits. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que sur certains publics, et notamment les plus précaires, à nouveau, calculer les droits, c'est pas magique, c'est difficile, et voilà, d'où les indus qui sont qualifiés de fraude, mais qui sont vraiment parce qu'un mois vous allez recevoir trop, le mois suivant on va vous demander un peu plus d'argent et on va réduire vos droits pour que ça s'ajuste. C'est très difficile en fait pour les publics qui sont touchés par rapport à ça, plutôt que d'avoir une somme fixe annuelle et assez fixe et assez stable. Ils se retrouvent dans des formes de difficultés avec des montants de calcul qui peuvent varier très très fortement. On pense beaucoup en fait que le numérique permet de produire des calculs en temps réel de la plus grande fluidité qui soit, mais en fait, enfin, pour moi, c'est vraiment un fantasme. Et c'est ce que montrent un peu toutes ces enquêtes qu'on peut faire sur ces systèmes. Là, on est vraiment, ça marche pour certains, beaucoup moins pour d'autres. Et toute la question est de se demander quelle est la proportion des autres, en fait. Et parfois, elle peut être assez élevée. Et je pense que, par exemple, Virginia Eubanks faisait vraiment les mêmes constats il y a 10 ans. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'en fait, ces constats qu'elle faisait il y a une dizaine d'années n'ont pas beaucoup bougé dans nombre de systèmes techniques. Et même aujourd'hui, la discussion entre ces associations et la caisse d'allocation familiale est assez difficile. La caisse parle toujours de fraude plutôt que d'indu. Elle n'a pas bougé beaucoup sur la manière dont elle calcule, malgré les critiques qui ont été très vives et très reprises médiatiquement. Et donc, on voit que nous sommes confrontés à des systèmes sur lesquels, comment arriver, où on peut se poser la question sur comment les faire bouger malgré les critiques, etc. Je pense que c'est un autre angle important. Alors, le temps passe. Mais je pense que cet exemple, c'est un exemple qui est très creusé dans le livre. Il y en a d'autres, hein, vraiment. Mais il permet vraiment de regarder les choses un petit peu autrement. Je vais peut-être juste essayer de dire un point sur les conclusions, parce que Vincent m'a un petit peu titillé. Il a dit que j'étais un affreux gauchiste. Ça ne me gêne pas, bien au contraire. Pour moi, je pense qu'aujourd'hui, nous avons besoin en fait de regarder la réalité des calculs depuis l'angle de ceux qui sont calculés, comme je le dis souvent. Et pour essayer de regarder collectivement, est-ce qu'il n'y a pas d'autres modalités de calcul? Et je pense que de ce côté-là, nous avons vraiment beaucoup à faire en fait. Alors, on s'est beaucoup intéressé aux données, hein, avec
en France et en Europe le RGPD, donc la protection des données personnelles, le droit au consentement sur l'utilisation de nos données, même s'il est toujours en situation de difficulté à beaucoup d'endroits. Mais on s'intéresse assez peu aux questions du calcul, en fait, du traitement, comme on peut dire. Et je pense que c'est un champ vraiment que nous devons ouvrir. La question D'abord, la première chose que je voudrais dire, c'est qu'il n'y a pas une manière de calculer. Il y en a plein. Et elles dépendent encore plus de la manière dont elles vont être implémentées dans des outils. Et c'était quelque chose qu'on regarde pas assez. C'est-à-dire qu'assez souvent, encore plus pour ces grands systèmes techniques, vous avez une solution et une seule qui s'impose, qui se diffuse un peu partout. Tout le monde adopte à peu près la même. Comme les vidéos courtes, vous les retrouvez aujourd'hui sur toutes les plateformes de médias sociaux. Voilà, les petites choses qui marchent sont assez vite adaptées de partout. La difficulté, en fait, c'est d'ouvrir ces modalités de calcul, de regarder comment elles ont lieu et surtout de pouvoir nous rappeler, nous tous collectivement, qu'on peut toujours calculer autrement. Nous sommes face à des grands systèmes qui proposent des solutions un peu sur étagère, toutes faites, des scripts. Tous les systèmes de calcul sociaux, du social en tout cas, sont souvent faits par des grandes entreprises de la tech ou des grands cabinets de conseil, de Amsterdam enfin, à d'autres pays. En fait, c'est les mêmes cabinets de conseil qui fournissent les mêmes outils à bien des services publics sur les questions du social, sans vraiment se dire à chaque fois comment est-ce qu'on peut calculer autrement les choses. Et je pense que c'est vraiment une question vraiment importante que nous devons nous rappeler. Il n'y a pas qu'une manière de faire un calcul, il y en a plusieurs et on n'en discute pas assez, soi-disant parce que c'est compliqué. Et je pense que là, il y a vraiment un effort à faire et cet effort peut se faire d'une manière un peu plus démocratique qu'elle n'est, notamment en invitant les utilisateurs à y participer. Alors, on dit toujours d'inviter les utilisateurs, oui, mais c'est plus long, c'est compliqué, c'est trop technique, ils comprennent pas. Mais en même temps, ce sont les utilisateurs de la CAF qui permettent aujourd'hui à changer de cap et à la quadrature d'avoir compris quelque chose que nous ne voyions pas avant. De même, quand le défenseur des droits en France fait un rapport sur la plateforme de demande d'asile des étrangers, c'est en allant auprès de ces publics qu'elle arrive à mettre en avant le fait que de tous les dysfonctionnements de la plateforme, par exemple une chose très très simple, vous êtes étranger en France, vous faites une demande d'asile ou autre, sur la plateforme nationale qui existe, une fois que vous avez rentré votre profil, vous ne pouvez plus le modifier. Par exemple, vous ne pouvez plus modifier votre adresse. Or, ces traitements et le temps d'attention administrative peut durer 6, 12, 18 mois, 36 mois, donc est très très long. Tous ces gens changent d'adresse sans arrêt, mais vous ne pouvez pas la modifier dans le système. Donc, il faut vraiment travailler avec les utilisateurs, avec ceux qui sont touchés par ces systèmes. Ce sont les mieux à même de nous dire quand les systèmes dysfonctionnent, quand les systèmes déploient des difficultés. Il y a une autre chose, moi, qui m'inquiète aussi beaucoup aujourd'hui, c'est justement ces systèmes qui sont capables de prendre toutes les données en compte. Et je vais terminer là-dessus. Le fait de pouvoir prendre toutes les données en compte, c'est une très grande puissance. Dans tous les systèmes de score de risque, vous avez des petites situations assez aberrantes, mais qu'on retrouve partout, où vous vous rendez compte, mais pourquoi est-ce qu'ils ont pris cette donnée? Pourquoi cette donnée-là, elle est intégrée au calcul de risque? À la CAF, par exemple, une des données intégrées au calcul de risque, c'est le nombre de fois où les gens se connectent à leur espace en ligne de la CAF. Et souvent, les gens se connectent à cet espace en ligne de la CAF pour savoir si leur versement a été fait ou pas fait. Et en fait, effectivement, plus vous allez vous connecter à cet espace, plus en fait vous êtes inquiet d'un versement. Il y a des gens qui ne s'en inquiètent jamais parce qu'ils ont suffisamment les moyens pour ne pas s'en inquiéter. Et voilà. Mais cette donnée rentre en compte dans le score de risque de la CAF. Est-ce que c'est éthique? Est-ce que c'est équitable? Est-ce que toutes les données doivent être prises en compte?
Je pense qu'aujourd'hui, nous avons ici une vraie difficulté qui est devant nous, parce que justement, dans ces systèmes, toutes les données sont exploitables, toutes sont croisables. Vous avez par exemple notamment ce sont les chercheuses américaines comme Vina Dubal qui a fait tout un travail sur le salaire algorithmique et notamment le salaire sur les plateformes comme Uber et d'autres en fait, et qui montre que l'une des difficultés de ces systèmes, c'est qu'elles peuvent prendre des tas d'éléments en compte pour optimiser le calcul de rémunération des livreurs ou ou des chauffeurs, mais à leur détriment en fait, et au profit de l'entreprise qui les déploie. C'est certainement l'une des raisons qui explique, ce n'est pas la seule, mais par exemple la diminution des tarifs auxquels sont payés les chauffeurs et les livreurs ces dernières années, et qui les mettent dans des situations bien plus difficiles qu'ils n'avaient avant. Donc je pense que c'est pour moi, le deuxième vrai grand point d'alerte ou grande inquiétude, c'est cette possibilité de croisement, d'interconnexion des bases de données entre elles, d'une surveillance et d'un contrôle généralisé, simplement parce que c'est possible. Et parce que il y a aussi des formes d'envie politique qui peuvent être conservatrices, austéritaires. Vous savez aujourd'hui la difficulté dans lesquelles peuvent être les services publics à plein d'endroits sur la planète. Et donc, avec cette volonté un petit peu de les réduire, de les taper ou de les faire diminuer, je pense que c'est une difficulté supplémentaire. Voilà, je ne sais pas ça me semble vraiment être une chose très, très importante. Nous ne réfléchissons pas assez à la manière dont certains calculs ou certains croisements ne devraient pas être possibles. Voilà. Je ne sais pas si ça euh, résume le livre. J'ai l'impression que, pour moi, oui. Je pense qu'il est plus riche que la présentation que je vous en ai faite, mais c'était pour nous remettre en tout cas les idées un peu en place. Mais c'était parfait, effectivement, pour effectivement présenter la substance là, qui était globalement mise. Alors, il y a, il y a des aspects que dans les questions, j'aimerais vous amener, notamment la partie 5, qui est plus dans un mode solution, aussi au-delà du constat. Mais j'ai jamais dit que vous étiez un affreux gauchiste, hein. Genre, Non, d'une non, non, part, mais c'est moi qui ai développé. j'ai pas parlé du qualificatif, et puis parce que c'est page 156, on parle pour des calculs de gauche, qui est un titre, un Non, non, mais sous-titre je le, proposé. Je rigole. excusez-moi, je suis allé trop vite, mais non, non, je le revendique en plus. On aura des questions, on a déjà des questions. Alors, il y a des questions dans le webinaire et puis dans le question-réponse, si vous pouvez les mettre dans les questions-réponses, mais c'est pas grave pour ceux comme Pierre qui l'ont mis dans. Je vais la traduire tout à l'heure, mais sans transition, je donne la parole à Benjamin Leher. Oui, merci. Donc, on m'entend bien de ce que je vois. Alors, merci Hubert Guillot pour votre présentation. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt votre livre et je dois dire que depuis que je l'ai lu, je suis beaucoup moins sur les réseaux sociaux et beaucoup moins sur mes courriels. Donc, alors, je ne sais pas si c'est vous qui avez eu un impact indirectement, mais j'ai décidé de cloisonner. Non, mais votre livre m'a, en réalité, ce que vous dites dans votre livre. Je ne l'ai pas découvert, je dirais, dans les grandes lignes, parce que je m'étais déjà intéressé à la question du numérique et à ses dérives dans le cadre de, comme Vincent l'expliquait, de mon précédent ouvrage donc, qui s'appelle L'innovation hors la loi. Mais néanmoins, vous venez nous titiller, hein, vous venez quand même nous montrer des choses qui sont assez inquiétantes. Alors, en tout cas, moi, je les juge inquiétantes, dans une espèce de grand laisser-faire en réalité. Vous nous montrez que derrière les grandes promesses réglementaires ou régulatoires, notamment de l'Union européenne, sévit une sorte de laisser-faire que j'ai moi-même aussi constaté.
et que j'ai souhaité pointer du doigt dans mes travaux. Euh, donc, votre livre est très intéressant pour ça, et puis il est aussi intéressant pour la partie, comme le disait Vincent, sur les propositions. Alors, j'ai fait un petit résumé des propositions, ça intéresse les personnes qui nous écoutent. Sur mon site web, j'ai fait un petit compte-rendu de votre livre tout à fait assez court, c'est 2 pages, mais j'ai voulu vraiment mettre l'accent sur vos propositions que je trouvais très intéressantes. Euh, Juste pour expliquer un peu moi, mon cheminement personnel, je me suis intéressé, comme l'a dit Vincent, au droit de la concurrence. Et je m'y suis intéressé comme beaucoup quand on est à la faculté de droit et qu'on fait nos cours de droit, c'est-à-dire sans aucun esprit critique, purement droit positif. Et puis, c'est en arrivant au Québec, en réalité, où je suis arrivé en 2011, où là, à ce moment-là, j'ai découvert une autre forme de libéralisme, on va dire, que celui qui est pratiqué en Europe, et qui m'a beaucoup interrogé sur le rapport à la règle aussi, que peuvent avoir les Européens par rapport aux Nord-Américains. Et le domaine des technologies, et notamment du numérique, est particulièrement révélateur de ces tensions culturelles et idéologiques au sein même d'un bloc occidental libéral qu'on pourrait appeler. Et ce que vous mettez aussi en évidence dans votre livre, et puis je me suis intéressé à la notion de concurrence en particulier, c'est un peu mon fil directeur. Et quand on s'intéresse à la concurrence, ben on s'intéresse à l'innovation, parce que la concurrence promeut l'innovation. Et quand on s'intéresse à la concurrence, ben, on s'intéresse au néolibéralisme, parce qu'en réalité, c'est le fond philosophique qui anime actuellement l'activité régulatrice en Occident, mais principalement dans l'Union européenne. Mais je ne veux pas aller trop sur ce sujet-là. Mais il faut quand même le mentionner. C'est-à-dire que tout ce qu'on produit d'un point de vue réglementaire n'est pas le fruit du hasard, et tend à accompagner euh, une sorte de laisser-faire sous couvert d'une approche éthique qui, en fait, comme l'a démontré le philosophe Marc Hunyadi dans La tyrannie des modes de vie, et il explique très bien que cette éthique actuellement dont on parle beaucoup est une éthique qui, en fait, se replie sur les droits de la personne et donc sur l'individualisme, et que à la fin, c'est une éthique restreinte qui empêche en fait toute approche collective de notre mode de vie véhiculé par notamment les outils numériques qui ont un aspect normatif. C'est pour ça que moi je parle à titre personnel de technonormativité, pour traduire finalement cette concurrence d'une certaine façon normative entre d'un côté la loi qui tente tant bien que mal d'imposer une certaine idée universaliste d'un devoir-être, et puis le numérique qui quotidiennement est bien plus efficace d'une certaine façon que la loi pour orienter les comportements. Et donc, cette, cette, cette concurrence-là, normative, elle est elle est assez, elle est assez peu comprise et d'un point de vue de la régulation en fait encourage une approche par les risques qui est une approche qui reste, à mon avis, minimaliste et peu convaincante. Et le problème qu'on a, nous les juristes, c'est qu'on a tendance à adhérer à cette conception-là euh, et parfois à des fins d'ailleurs intéressées, puisque si vous suivez cette approche-là, normalement viendront avec certaines reconnaissances sociales. Et là, étant lecteur de Bourdieu, je ne peux pas m'empêcher de voir aussi ici certains mécanismes sociaux qui sont à l'œuvre et qui empêchent finalement, qui nous empêchent en tant que corps disciplinaire, si on veut, de voir les choses peut-être sous un aspect plus critique et pas simplement accompagner la mutation technologique à travers ce qu'on appelle plus généralement la régulation. Alors on a ce point commun-là entre votre ouvrage et le mien, de s'interroger sur la question de l'interdit, notamment. Vous en faites mention, et je trouve que la fonction, ce que j'appelle de façon peut-être un peu pompeuse, la fonction anthropologique de l'interdit chez l'être humain,
est quelque chose qu'on a fini par, ces 30, 40 dernières années, sous l'effet du néolibéralisme qui émerge après avoir dormi depuis les années 30. Il a dormi parce que le keynésianisme était triomphant. L'État s'étant révélé beaucoup plus efficace pendant la Seconde Guerre mondiale et après pour gérer l'effort collectif nécessité par cette période. Le néolibéralisme, pensé à cette époque des années 30, finalement, reste en dormance, se réveille au moment de la crise pétrolière, et là apparaît une mutation aussi dans la façon qu'on a d'encadrer, qui trouve, à mon avis, son apogée actuellement, notamment dans l'encadrement des nouvelles technologies. Vous citiez le RGPD, et euh, plus récemment le règlement européen sur l'intelligence artificielle, qui, selon moi, sont les derniers avatars de cette idéologie de la régulation. Et l'interdit, au milieu de ça, il est perdu, parce qu'en fait, on est plutôt dans une personnalisation de la norme, pour le dire vite, de la norme juridique, une gestion des risques, mais à aucun moment on se pose la question de l'interdit. Euh, et même l'interdit est moqué, l'interdit fait rire. Quand l'Australie a décidé de limiter, d'interdire les réseaux sociaux à certains usagers, enfin en fonction de l'âge, de fixer une règle pour limiter l'accès, ça a été dénoncé par certains comme n'étant pas la bonne solution. Donc on est dans ce que j'essaie de dire, c'est qu'on est dans un bain que je qualifie d'idéologique ou politique, si on veut, où on est imprégné d'une façon de voir le monde qui est pro-innovation et qui empêche de réfléchir à ce que pourrait être la technologie au service du collectif, euh, et d'une façon dont ce collectif pourrait s'emparer du sujet du numérique, notamment, principalement ici, pour le mettre au service du bien-être humain, et pas simplement du mot progrès, qui est un mot dont je me méfie beaucoup. Euh, donc, comment pourrions-nous imaginer et penser une intervention collective sur le numérique? Et vous faites des propositions en ce sens, vous évoquez la possibilité de l'interdit, vous évoquez la possibilité aussi de services publics numériques, à l'image de la BBC. Je trouve l'exemple tout à fait intéressant. Moi, je lisais un autre livre qui s'appelle Le Grand Mythe, là, sur la façon dont finalement les industriels aux États-Unis pendant le XXe siècle ont amené les Américains à détester leur gouvernement et à s'en méfier. C'est une idéologie qui est très présente au Québec aussi, à travers les mouvements, disons, plus libertaires, mais c'est quelque chose que moi j'ai beaucoup trouvé au Québec aussi. Cette idée que l'État, c'est nécessairement quelque chose de mal, qui fonctionne mal, qui est inefficace. Et en fait, ces auteurs américains démontrent que, en fait, c'est toute une propagande qui a été mise en place pendant le XXe siècle aux États-Unis et qui en fait nous empêche de voir les vertus du public, enfin du secteur public, notamment l'ouvrage aussi d'une économiste dont le nom m'échappe, j'essaie de regarder dans la bibliothèque, j'arrive pas à le lire de loin, mais l'État entrepreneur, en fait, en oubliant aussi que l'État a été pour beaucoup contributif au développement du numérique et a beaucoup financé la recherche sur ces technologies-là. Et donc, vous posez une question qui est intéressante, qui est de s'imaginer, peut-on imaginer qu'effectivement un service public que vous qualifiez des services publics de la communication démocratique, vous dites page 152, je trouve que c'est tout à fait intéressant l'image de la BBC que vous prenez en disant, voilà, on prend des deniers publics et on finance des organes indépendants, des réseaux sociaux publics qui fonctionnent selon des règles qui ne seraient pas les règles du secteur privé. Mais aussi en vous écoutant, je réalise que peut-être je suis peut-être allé un petit peu trop vite en pensant que vous étiez favorable à une forme de, peut-être pas d'étatisation, mais en tout cas d'émergence de services publics, puisque vous-même, vous constatez que ces services publics sont défaillants quand ils utilisent des systèmes algorithmiques
Il faut aussi se méfier non pas uniquement des entreprises privées, mais aussi des services publics tels qu'ils sont utilisés actuellement, parce qu'ils répondent à une certaine idéologie, comme je le disais, hein, qui vise tout simplement à faire la chasse parfois, la chasse aux pauvres. D'ailleurs, comme vous le dites, vous parlez beaucoup que les perdants de ce système-là sont les plus pauvres de la société. Et, euh, et ça doit nous faire, et ça devrait nous faire réagir. Alors, pour revenir au rôle des juristes, en tout cas moi je crois, il est dans la loi, il est dans le courage, à mon avis, de l'interdit, il est dans le courage de la limitation. Il y a un concept de Platon qui s'appelle la pléonexie, qui avait été réactivé récemment par Danny Robert Dufour sur justement cette idée d'accaparement en réalité, qu'on pourrait traduire comme ça, d'accaparement par une certaine catégorie enfin, un certain groupe social dans la cité qui pourrait s'accaparer l'entièreté des richesses et être dans une logique de conquête, on va dire, ou de confiscation de certains biens d'utilité publique pour leur usage personnel. Et finalement, le numérique traduit cette logique d'accaparement poussée à un stade où l'on se demande bien qu'est-ce qui viendra limiter ce que certains appellent ce technofascisme qui émergerait à travers les GAFAM. Donc, euh, le rôle de la loi, je vais peut-être conclure là-dessus, le rôle de la loi, je suis assez pessimiste, puisque en fait, comme on a détricoté l'idée d'une loi universelle s'imposant au profit d'une loi individualisée et est très peu efficace finalement, en fait, parce qu'en même temps, c'est une attaque plus générale contre l'État en tant que tiers, hein. Nous, les juristes, ce qui nous intéresse, c'est ce tiers garant de la loi, garant de ce qu'Alain Suppieu appelle l'hétéronomie de la norme, qui permet justement de limiter certains usages ou certains comportements. Cette hétéronomie de la loi a été détricotée patiemment et aujourd'hui les juristes adhèrent malheureusement à mon sens euh, à cette idée-là et je reviens à Marc Ouniadi que je citais précédemment qui disait que finalement avec cette conception éthique que l'on a, il se pourrait bien qu'on vive dans une société simplement déplaisante, et j'aimais bien le mot, effectivement. On peut peut-être construire tranquillement une société assez déplaisante sans se soucier de la façon dont on pourrait sortir de ce hamster qui tourne dans une cage qui est celle de l'éthique libérale et qui tourne en fait sur une forme d'individualisme forcené. Et je pense que c'est un point commun que nous avons, que le collectif devrait être réhabilité et qui peut l'être notamment à travers la loi, mais une loi qui oserait être une loi et pas simplement une loi qui accompagne euh, le changement pour le changement au nom d'un progrès dont on ne sait pas très bien où il nous mène. Je terminerai sur Hannah Arendt, une dernière citation. Hannah Arendt qui nous disait la meilleure façon de déconnecter, en tout cas la façon démagogique de procéder, c'est de déconnecter une idée de son constat dans le présent et de la remettre toujours à demain. Vous verrez, demain, ça ira mieux. Et finalement, on est toujours en attente de savoir si c'est si mieux que ça. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur le livre d'Hubert Guillot et les commentaires qu'il m'a inspirés. Euh, je vais commencer avec une première question, mais peut-être d'abord, je voudrais laisser la capacité, il nous reste 30 minutes, à Hubert, si jamais il aurait une réponse à la réponse. Ce qu'on appelle Non, en non, droit une réplique. non, non, j'ai pas de réponse à la réponse. Je pense qu'on est sur une ligne assez proche, même si je ne suis pas du tout juriste. Je pense qu'effectivement, ces outils techniques, en tout cas, renforcent plus que jamais l'individualisme
voire l'individualisation des usagers. Moi, je suis frappé. Enfin, les gens se retrouvent tout seuls une fois que ces systèmes calculent. Hein. Les bacheliers, quand le Parcoursup est passé, souvent ils ont plus cours et ils sont tout seuls face au système. Ils sont tout seuls à attendre les résultats d'un système. Euh, les, 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 les bénéficiaires de la CAF aussi sont tout seuls. Les employés qui sont surveillés par des systèmes où qu'ils soient, comme ces, 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 pardon, ces, 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 ces micros en fait qu'ils ont sur les oreilles dans les magasins de logistique d'Amazon ou d'autres, hein, qui leur dit exactement vous allez prendre tel paquet à tel endroit, etc. En fait, non seulement ces micros et ces casques en fait leur empêchent de discuter avec leurs collègues, hein, mais en fait ils leur empêchent en fait de s'opposer collectivement. Et pour continuer l'idée, hein, je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment une difficulté à créer du collectif parce que ces outils nous individualisent énormément. Et c'est une vraie difficulté. Vraiment, je pense que le règlement général sur la protection des données consacre en fait encore plus un droit à à la protection de ses propres données personnelles. Mais qu'en est-il des données collectives? Qu'en est-il des données des travailleurs quand ils travaillent dans un même endroit? Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi des droits nouveaux à ouvrir? Les travailleurs des plateformes et tous ceux qui les accompagnent ont beaucoup documenté ces questions en fait. Notamment les syndicats qui les accompagnent, pour essayer d'obtenir des droits collectifs, notamment, par exemple, pour mieux comprendre les systèmes de calcul opaques qui s'imposent à eux tous. Donc, je pense qu'il y a vraiment des droits collectifs à reconquérir aujourd'hui. Et là, le droit peut nous y aider, en fait, quoi. Pour autant, comme vous le disiez, Benjamin, qui nous aide à sortir d'un rapport, en fait, où désormais, bah, on tape de plus en plus sur les usagers au détriment des grands acteurs, des grandes entreprises, etc. Mais c'est comme quand on nous fait la morale sur, bah, il faut trier votre poubelle individuellement, et alors que, bah, sur le reste du monde, on a beaucoup moins de modalités d'action. Je pense que c'est une vraie difficulté, effectivement, avec la même chose. Hein, aujourd'hui, dans beaucoup d'endroits, on essaye, par exemple, de mettre une limite d'âge sur les réseaux sociaux. On peut tout à fait en discuter d'une manière ouverte. Le problème, c'est qu'il ne faudrait pas que cette limite d'âge permette aux réseaux sociaux de continuer à faire n'importe quoi pour tous les autres. Et on se rend bien compte que les difficultés que la recommandation génère, même si elles sont particulières pour les plus jeunes, ont aussi des tas d'effets sur d'autres types de publics. Euh, Moi, je suis plutôt pour une interdiction des réseaux sociaux parce qu'ils ne font pas leur travail de modération, de recommandation tel qu'ils devraient le faire. Est-ce que si on interdit jusqu'à 18 ans l'accès à ces médias aux plus jeunes, mais qu'on leur laisse faire absolument n'importe quoi pour tous les autres, est-ce que c'est une bonne réponse? Je pense que nous serons d'accord pour dire que ce n'est pas nécessairement une bonne réponse. Voilà, c'était pour le côté un peu individualisation et interdiction. Merci beaucoup. Et c'est vrai que je pense que le doigt sur le bobo est là. C'est sur ce rapport individuel-collectif qui est central, eu égard au caractère très individualisant des technologies, très autonomisant, pour citer Ellul que vous citez également dans votre livre. Il y a un autre point commun que je trouve un peu entre vous deux, et puis Benjamin a mis le mot sur le pessimisme, le pessimisme qui transparaît. Et puis, encore une fois, moi, comme juriste, Hubert, je voulais vous amener surtout sur la partie 5, sur qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi les solutions. Puis, ce qui m'a étonné, c'est combien les solutions que vous lancez, puis j'aimerais vous revenir sur les solutions, sont éminemment juridiques. Moi, j'ai trouvé dans votre livre, dans votre partie 5, une main tendue. Puis je vais m'autoriser, parce que vous l'avez parlé, mais d'identifier une solution, moi, qui me parle énormément,
qui est, vous l'avez dit dans votre présentation, vous le dites dans le livre, sur le côté défaillance. Défaillance du calcul. Défaillance du calcul d'une part, et d'autre part que les calculs sont parfois socialement pas acceptables. On ne peut pas calculer tout. Moi, l'exemple que je prends que je prends toujours, mettre une puce RFID pour calculer qui rentre dans une discothèque, c'est au regard du droit inapproprié, c'est socialement inacceptable parce qu'on considère que les avantages sont les désavantages sont plus importants que les avantages. Et ce type de calcul-là, c'est éminemment juridique. C'est du droit constitutionnel. On a un critère au Québec basé sur au Canada basé sur la Constitution, qui est de dire toute atteinte à une liberté fondamentale peut être justifiée socialement si, un, elle est vraie, si le calcul est vrai, et deux, si elle est socialement acceptable, c'est-à-dire si on considère globalement que les avantages sont plus importants que les inconvénients. Et vous identifiez sa page 140, cet élément, ce côté défaillance, mais ce côté. Et ça, je trouve que c'est éminemment juridique, ça me parle beaucoup. Alors, le problème de ça, c'est que ça prend une décision de la Cour suprême et qui prend 6 ou 7 ans à être validé. Mais votre livre est truffé de solutions juridiques. Puis vous évoquez les chartes, page 143, mais vous les critiquez. Vous évoquez la transparence, puis on a des questions dans la salle sur la transparence mais vous la critiquez. Vous avez la solution de la participation, mais vous la critiquez. Vous avez l'idée du sanctuaire à la Zuboff. Moi, je trouvais que ça ressemblait un peu à la non-puissance des Lulles. Mais vous dites, ben, les gens ne le font pas. Vous avez dire que les standards, oui, mais ça marche pas. Vous avez rendre les données publiques, comme la cité. En tout cas, qu'est-ce qu'on fait? Je veux dire, et encore une fois, par rapport à ce pessimisme, vous avez toutes vu cette vidéo entre Michel Serres et Stigler par rapport à votre pessimisme commun. Euh, Stigler, qui est quand même un pessimiste, là, qui était un pessimiste, à la fin dit, je ne suis pas optimiste ou pessimiste, je suis revendicatif. Et ça fait un lien vers le militantisme que vous revendiquez. Mais j'aimerais vous entendre sur, on peut pas jeter l'éponge là. Debout, Benjamin, là. Tu es tout jeune là. Je veux dire, on a besoin de toi. Qu'est-ce qu'on fait? Question à 100 000 dollars hein, ou 100 000 euros. Ben, tu m'adresses la question directement. À vous deux. Ok, ben, peut-être que je vais laisser la parole à Hubert alors qui est notre invité. Euh, euh, c'est toujours difficile. On est dans un monde où il faut fourbir à tout prix des solutions qui devraient être magiques. Je pense que les solutions, elles se construisent vraiment et elles prennent du temps, etc. Et ça me fait penser à un livre, Voices in the Code, donc c'est un livre américain qui raconte l'histoire de la transplantation rénale et de la dialyse aux États-Unis. Une longue histoire qui commence dans les années 30 à peu près, et qui montre que dès le début, les médecins ont dit il n'y a pas que des choix médicaux dans la décision de pratiquer une dialyse ou une greffe de rein. Il y a plein d'autres décisions qui sont économiques, la disponibilité des machines ou leur indisponibilité, etc. Et nous, en tant que médecins, on ne peut pas prendre la décision tout seul. Et je pense que c'était éminemment sain de la part de ces scientifiques de dire il y a des conséquences sociales, politiques, économiques, il y a tout un enjeu et un écosystème qui compte, et on doit se mettre à plusieurs pour décider collectivement, etc. Ce que montre, excusez-moi, je ne me souviens plus du nom de l'auteur, mais David Robinson, si je ne me trompe pas, dans Voices in the Code, c'est qu'en fait, ce dialogue a toujours eu lieu. Alors, il y a des moments où il a été plus difficile, notamment quand on a montré que bah, les décisions médicales étaient aussi teintées de racisme, etc. Mais que ce dialogue a toujours, et il a encore lieu en fait aujourd'hui. Et je pense en fait qu'on on rêve un monde technique qui serait
qui prendrait des décisions tout seul dans son coin pour lui-même. On ne s'est pas intéressé suffisamment en tant que société à nos outils. Et moi, je pense que la solution principale, en fait, c'est un dialogue technologique renforcé. C'est un dialogue entre toutes les composantes de la société sur ce que c'est, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Je suis assez choqué, moi aussi, de voir que il y a des outils aujourd'hui qui se développent, qui sont extrêmement problématiques par rapport à nos conditions juridiques et constitutionnelles. Je parle, par exemple, à la reconnaissance faciale. Euh, et pourtant, il y a des entreprises qui proposent des solutions, des États qui les achètent, des polices qui l'utilisent soi-disant pour expérimenter. Et petit à petit, en fait, c'est un moyen pour des idées politiques, en fait, de franchir des barrières. Comme Uber a été surfinancé par les libertariens américains, afin, en fait, de déréguler le droit du travail. Donc, c'est à cela que nous sommes confrontés. Nous sommes confrontés aujourd'hui à des outils qui sont éminemment politiques, financés par des gens qui ont énormément d'argent et énormément de moyens d'action, et sur lesquels il va falloir trouver des modalités, effectivement, d'interdiction, d'opposition et de compréhension nouvelle. Donc, il faut ouvrir un espace de dialogue, et pour cela, il faut réguler, comme dirait certainement Benjamin, plus que jamais, et on en a vraiment besoin. Or, ce qu'on constate, effectivement, c'est une sorte de recul ou une vraie difficulté de la régulation face à ces outils, face à cette complexité nouvelle. Moi, je lisais il y a quelques jours dans le New York Times une explication de Tim Wu sur les difficultés autour à réguler Meta, par exemple, qui a été confronté à plein de scandales. Et en fait, en 10 ans, même l'acteur américain n'arrive pas vraiment à réguler Meta, en fait, quoi. Donc, on a une vraie difficulté de l'opérationnalisation du droit aujourd'hui, pour reprendre votre propos, mais je pense que c'est aussi une vraie difficulté à faire société sur ces enjeux technologiques dont nous ne discutons pas assez ensemble. C'est ça ma solution, mieux discuter. Benjamin, veux-tu... Ouais, je lisais un livre cet été sur Roosevelt et le New Deal, qui explique bien comment Roosevelt, qui pourtant est issu d'un milieu très riche, devient un président qui révolutionne complètement la pratique, oui, de certaine façon, la pratique du droit, parce qu'il va créer beaucoup d'agences publiques qui vont avoir pour mission de contrôler le marché après la crise de 29. Et quand j'ai lu ce livre-là, j'étais moins pessimiste. Je me disais, bon, voilà quelqu'un qui a été capable à un moment donné de l'histoire de fixer des limites. Et donc je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible, mais nous ne sommes plus dans une époque, euh, je pense, où l'on rêve beaucoup. Il y a, tu dis, Vincent, que je suis pessimiste malgré ma jeunesse. Euh, oui, C'est toi qui l'as dit, hein. oui, oui, oui. Mais c'est parce que, effectivement, je pense qu'on rêve assez peu, euh, comme si on nous avait habitués peut-être à, oui, à un certain laisser-faire. Si on prend la régulation par les risques, par exemple, de l'intelligence artificielle, ou même si on lit le RGPD, ce n'est que du c'est interdit, mais. En fait, on ne veut pas de ça. C'est interdit, non, mais on ne voudrait pas de ça, mais. Mais éventuellement, si vous consentez, Hubert le disait, à donner vos données, avec les fameuses politiques de cookies là, qui nous arrachent les cheveux à tous quand on navigue sur Internet, pour moi, c'est l'exemple de l'hypocrisie du système. C'est-à-dire que Internet, qui à la base était construit, enfin était pensé, ou en tout cas a été envisagé comme étant un Eldorado de la liberté, en fait c'est devenu inhabitable. Notamment à cause de ces politiques-là où il faut constamment être là en train de cocher oui, non. Alors au Canada c'est pire, je ne sais pas comment c'est rendu en France, mais je trouve qu'en plus le design est créé pour nous induire en erreur ou nous amener à ne pas cocher les bonnes choses. Donc ça montre bien que ces réglementations-là, que ce soit
une approche par les risques ou par les libertés fondamentales, à mon avis, ont des limites et sont très tièdes en réalité et ne font que retarder ou ralentir déjà la navigation sur Internet en soi, mais aussi certaines pratiques, je ne pense pas qu'elles les indiquent complètement. Par contre, je trouvais au niveau des propositions qu'effectivement, imaginer des réseaux sociaux publics, je suis en attente que l'Union européenne nous crée par exemple son intelligence artificielle publique. Elle qui représente beaucoup d'États, qui a des fonds très importants, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, plutôt que de payer des gens à créer des réglementations qui sont souvent des usines à gaz, hein, on le sait en tant que juriste, c'est-à-dire que euh, les termes sont parfois vagues, vont être complétés. Vincent, tu le sais, tu as travaillé sur la question, hein, même au Québec, ou le projet de loi sur l'intelligence artificielle C27, c'est des termes vagues, on va les préciser par décret, puis là ensuite on va avoir un régulateur qui va sortir ses lignes directrices de 40 pages pour interpréter une expression. Donc on est dans des choses qui sont très complexes, qui en fait font tourner à plein le marché du service juridique, ça c'est certain. Donc c'est là où moi je me questionne aussi un peu je dis pas que l'un est la cause de l'autre, mais enfin quand même, on ne devrait pas créer des lois pour faire tourner les cabinets d'avocats. On devrait créer des lois pour que des choses concrètes changent dans la vie des gens. Et je trouve que la proposition donc de créer, par exemple, l'alternumérisme dont vous parlez, c'est-à-dire des alternatives publiques qui seraient désintéressées, qui seraient non lucratives, peut-être à travers des OBNL, ce genre de choses, qui viendraient offrir des outils alternatifs qui ne sont pas, je cherche le mot, mais qui ne sont pas, comment dire, rapaces, oui, mais qui ne sont pas, qui ne veulent pas absolument prédateurs. Voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est des services qui ne sont pas prédateurs. Et actuellement, les services que l'on propose en ligne sont pour beaucoup prédateurs. Euh, je trouve que c'est une proposition qui est très intéressante et qui peut se mettre en place dans l'environnement juridique actuel, un environnement libéral, capitaliste. Je renvoie beaucoup au livre de Katharina Pistor, hein, Le Code du capital. Une fois que vous avez compris que notre droit était en fait un système de codage du capitalisme pour lui permettre de fonctionner, vous actez ça et vous dites comment est-ce qu'on peut trouver dans cet espace-là qui nous est donné des marges de manœuvre. Et il y a des marges de manœuvre qui existent déjà. Vous citez la BBC, c'est un très bon exemple. On pourrait tout à fait imaginer un réseau social du type BBC qui viendrait nous proposer autre chose. Les gens ont quitté X pour un Blue Sky, je crois, c'est le nom du nouveau réseau social. Euh, donc il y a des alternatives à proposer et nos gouvernements devraient préempter certains services, devraient peut-être prendre des parts dans certains services. Je ne sais pas si c'est possible. Je pensais aussi à ça, éventuellement, acheter des parts dans certains services, chercher à les influencer de façon beaucoup plus convaincante que ce qui est fait actuellement. Alors, il nous reste 10 minutes, puis je serais malhonnête là, de ne pas vous lancer euh, un certain nombre de questions là, que l'on a dans le question-réponse. Je vais m'autoriser d'en faire des groupes et j'ai une première question de Kémiane sur quelle est la part de responsabilité vis-à-vis des concepteurs face à ces inégalités amplifiées par les systèmes. Une question qui est pas sans lien, qui me dit, mais comment penser l'équité sociale et la transparence que vous évoquez? Il y a une question de Jacques Claude que je trouve intéressante aussi, c'est est-ce que le concept de bienveillance peut être mis en œuvre en mode algorithmique? Alors, je me suis autorisé un petit regroupement, je ne sais pas si certaines de ces interrogations sont légitimes ou sont susceptibles de susciter une réponse. Hubert. Oui, oui, je pense qu'aujourd'hui, la responsabilité des concepteurs est très, très forte, des ingénieurs sur les modes de déploiement, les modes de financement et des investisseurs derrière. Alors, on le voit bien dans euh, les dark patterns, comme on les appelle, hein, ces systèmes où on est incité à devoir faire
certaines choses, ce scroll infini et des choses de ce type, ils sont là. Alors, ils sont pas tout seuls, hein, ils sont motivés, bien évidemment, par des formes de profit, par et par les montages économiques. Donc, il y a vraiment, je crois, une très, très grande responsabilité, pour ma part, des grandes entreprises et des ingénieurs sur ces sujets-là, mais parce qu'ils sont aussi ramenés à des logiques simples de profit et coupés du reste de la société en étant un peu contraints à développer des outils pour eux-mêmes. Voilà. La question de la transparence et de l'équité sociale, je pense que la question de la transparence aujourd'hui est devenue un vrai, vrai problème. Hein. Le, le, le DSA et le DMA européen, l'IA Act, demandent des informations à ces grandes entreprises. Et ce dont on se rend compte un peu partout, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'informations sur ce qu'elles font. Que ce soit des services publics ou des services privés, tous les développements dont on a pu parler, ils sont opaques, ils sont cachés et assez volontairement, notamment parce qu'ils nous sont loin d'être parfaits, en fait, mais ce n'est pas une raison suffisante pour les cacher. Et je pense qu'il y a vraiment un effort nouveau aussi à faire sur ces questions de transparence, de demander des comptes et de demander au moins de l'information, de l'accès à l'information pour les journalistes, pour les chercheurs, etc. C'est quelque chose que je vois, moi, vraiment de partout aujourd'hui. Tout le monde demande de l'information et il n'y a pas accès. Et je pense que nous avons un vrai problème à armer la transparence. Pourtant, Roosevelt, dont vous parliez tout à l'heure, l'a fait. Après le krach de 29, il crée la SEC, la Security, je ne sais plus le terme en anglais, mais il crée donc des modalités d'information sur ce que font les entreprises. Voilà, et donc il est possible de le faire. La bienveillance, pour moi, ça ne suffit plus. Je vais être un peu méchant, mais enfin, c'est bon. Meta, ça fait 10 ans qu'ils nous enfument avec des rapports bidonnés, des informations, voilà, des pratiques inavouables et qu'on finit par découvrir. Ça suffit. Enfin, vraiment, l'acteur public, le régulateur, doit arrêter de les considérer comme le seul lieu de l'innovation, du progrès technique et, et doit essayer de trouver des modalités d'action un peu plus réelles. Même les amendes, on a du mal à les faire payer derrière. Donc on voit bien que ça suffit pas. Je pense que la bienveillance, on est allé bien trop loin dans la bienveillance vis-à-vis de ces grandes entreprises. Benjamin, oups, est-ce que tu veux réagir? Bah, juste, effectivement, Hubert pointe la question de l'effectivité, en fait, l'effectivité du droit et euh, les déclarations de principe ou les grands principes, on va dire, c'est bien beau, mais les opérationnaliser, c'est encore autre chose. Et le, le- ce qu'il faut comprendre derrière tout ça, c'est qu'à mon avis, hein, une piste que moi j'ai beaucoup creusée, c'est le rapport à l'État. Je pense que en fait se joue quelque chose qui se jouait déjà avec Roosevelt dans les années 30. Effectivement, donc euh, pour la petite histoire, Roosevelt il va créer en s'appuyant sur des juristes euh, ce qu'on appellerait des autorités administratives qui vont avoir pour rôle donc de contrôler le marché. Et ça, c'est complètement nouveau aux États-Unis parce que normalement, il n'y a pas ce pouvoir-là administratif qui existe, donc il crée, on va dire, la branche administrative du droit américain. Et, euh, et donc, ce que ça veut dire, c'est que c'est possible d'agir ou de concrétiser ces principes-là, mais j'ai l'impression que dans l'ère du temps, il y a beaucoup de cynisme aussi de la part de ces entreprises-là, qui n'ont pas l'intention de coopérer. Hubert vient encore une fois d'en faire la démonstration très rapidement. Donc, on se retrouve dans une situation où le dialogue avec l'État n'est plus possible parce qu'il n'est pas pris au sérieux. Euh, Peut-être, je lance des idées, parce qu'en fait, on n'est même plus dans du libéralisme, on est dans du libertarisme.
Et on est dans cette idée en fait que des grandes entreprises vont fonctionner en réseau à l'échelle mondiale, se dispensant des États. On va passer par-dessus les États. Alors ça c'est dit, hein, c'est pas moi qui l'invente. C'est déjà des constats qui sont faits et elles sont dans des logiques cyniques de dire bah, écoutez l'État on va passer outre et puis on va faire nos affaires. C'est vraiment ce que dit Alain Supiot à la fin de la gouvernance par les nombres, hein, c'est-à-dire on revient non plus à une loi universelle qui va être obéie, on revient à des liens de vassalité en réalité. Et ça je pense que c'est le cadre théorique pour comprendre ce qui se passe actuellement. Et donc la réponse étatique, quand on essaie en tant que juriste de mettre le tiers, ce qu'on va appeler ça le tiers, la référence, bah ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus. Et ça, c'est compliqué parce que est-ce qu'on a une emprise réellement là-dessus? Si la réponse est non, alors je ne vois pas comment est-ce qu'on peut faire, à part créer des petites initiatives euh, du type, je reviens encore sur cet exemple-là parce qu'il est parlant de la BBC, des petites initiatives gouvernementales qui peuvent faire florès et constituer une alternative. Mais il faut vraiment d'abord passer, sans être forcément pessimiste, mais au moins réaliste, pour faire un diagnostic de la situation telle qu'elle est, pour voir nos marges de manœuvre. Ouais, le rôle de l'État, effectivement, qui devrait, me semble-t-il, avoir un rôle d'animation des normes plus important, mais actuellement, il veut souvent pas jouer ce rôle. Et peut-être en Europe, c'est un peu différent avec la place d'institutions quand même qui existent, qui sont apparues dans le règlement IA, dans le DMA, dans le DSA. Il y a une forte présence institutionnelle, mais qui a pas toujours une capacité d'action très lourde face à des méta, je veux dire méta, sans jeu de mots, entreprises qui existent. J'aimais bien ton rapport à l'interdit tout à l'heure, qu'effectivement on trouve beaucoup dans les lois, c'est-à-dire on interdit, mais souvent la réponse, tu as parlé du consentement, mais en fait très systématiquement dans le RGPD par exemple, c'est interdit, mais tu peux le faire si tu documentes. C'est la documentation. Puis Meta, Google sont tellement gros. On le voit dans le livre de Toledano, enfin dans un article de Toledano et Catan, des économistes, qui montre qu'en matière de concurrence, on envoie une mise en demeure, deux mises en demeure, trois mises en demeure. Au bout de 6 mises en demeure, ils envoient un camion de documentation qui prend aux organismes, aux institutions européennes des mois à analyser. Et on recommence ce processus 6 mois plus tard. Documentation, c'est, pour reprendre une expression de Stigler, c'est le pharmacon. C'est à la fois le poison et la solution. Et effectivement, c'est compliqué de le mettre en place. J'ai quelques questions que j'ai omis, Christian, qui est évoqué, j'en étais pas au courant, mais d'une action juridique des conseils scolaires ontariens contre les GAFAM face au fait qu'ils abrutissent les enfants avec les médias sociaux. Alors, j'étais pas au courant de ces éléments-là, alors je ne sais pas si nos intervenants ont une réaction, mais écoutez, il est 30. Je m'excuse, je pense que j'ai omis deux, trois questions. J'en aurai une quand même, puis vous me voyez venir, et puis je vous jure qu'elle n'est pas préparée, mais Hubert, Benjamin, donnez-moi un livre que vous avez lu dans les 6 derniers mois que vous avez bien aimé. On ne l'avait pas préparé, hein, je vous prends par surprise. Ouais. Ben, Alors, je vais laisser Hubert répondre. Oui. moi, j'en ai plein. Et assez souvent, en fait, j'en parle dans les algorithmes .net, mais l'un des derniers qui m'a beaucoup plu, c'est celui d'Emily Bender et d'Alex Hanna qui s'appelle The Icon, donc on pourrait traduire par l'escroquerie de l'IA. Vous avez aussi le Cory Doctorow, son dernier qui est paru en français, c'est euh, je me souviens plus du titre. Voilà, enfin des livres très bien. Moi, je trouve qu'il y en a beaucoup en fait, et il y en a plein. Et ayons la grande curiosité d'aller nous y plonger. C'est comme les articles ou autres. Enfin, souvent, moi, j'y vais parce que je sais que je vais apprendre des choses et je vais arriver à mieux comprendre. Et bon, voilà, pour faire un bout de recommandation, mais vraiment le Emily Bender et le Alexandra The Icon vaut le déplacement jusqu'à la langue anglaise.
Benjamin? Oui, ben, le livre sur Roosevelt dont je désespère de retrouver le titre, c'est un livre publié par France Culture, qui fait suite d'ailleurs à des chroniques qui avaient eu lieu, L'autre Amérique, ça s'appelle L'autre Amérique. Je crois que c'est publié chez Grasset, et puis qui nous permet justement qui suit le quotidien en fait du conseiller au Trésor de Roosevelt, et on vit cette période des années 30 de toute façon très proche. Ça se lit comme un roman, c'est vraiment très intéressant. Et puis aussi, pour sortir du droit, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt Sciences sociales, management et société, plaidoyer pour une anthropologie élargie, de Jean-François Chanlat, dans le domaine des sciences de gestion, et qui nous montre comment le management, cette jeune discipline, mériterait de s'intéresser un peu plus à l'humain, et il nous donne des pistes aussi. Donc s'il y a des amateurs de Suppiot, moi j'ai retrouvé beaucoup aussi en fait, ils en arrivent à la même, à la même conclusion, hein, c'est un appel à la réhumanisation des relations dans l'entreprise. Et c'est aussi une réflexion sur le rôle des organisations dans la société. Et donc dans d'autres domaines que le droit, bah, on trouve des constats similaires, hein, à ce qu'on a pu dire. Ouais, l'autre Amérique, je ne l'ai pas lu, mais il y a une série de cinq émissions sur France Q qui sont passées cet été, effectivement, C'est ça. qui sont formidables. Il faut que je conclue. Il est 1h33. Évidemment, pour vous remercier, Hubert Guillot, de votre présence, de votre livre. Merci, Benjamin Levert. Alors, de ton livre, je vais attendre de te remercier. Enfin, je te remercie de me l'avoir envoyé, mais je te reviendrai sur le contenu. Et merci d'avoir joué le jeu de cette réponse. Ben, deuxième point, lisez. Lisez, c'est l'objectif premier du livre. Et puis le troisième, comme je l'ai dit, c'est normalement le 22 janvier, le prochain club de lecture avec Félix Tréguer et Benoît Dupont comme répondant, donc de l'autre côté des fêtes. Merci infiniment aussi, Laura et Alexandre, pour votre aide très professionnelle là, et excusez-moi pour les questions qui ont été posées, si j'en ai, je crains, émis quelques-uns. Merci Sébastien, mon co-responsable, d'être toujours là. Merci Vincent pour l'animation aussi, je pense. Au plaisir de vous revoir, tout le monde, mais notamment Hubert, là, à une occasion, et Benjamin. Bonne soirée. Merci On beaucoup. était, on Merci. était le dernier obstacle à un apéritif du vendredi soir en France. Et puis, bon après-midi Je, pour, je vais m'en pour les... occuper. Je Continuez bien te... la journée. Au plaisir. Au plaisir.